Bonjour les amis, bienvenue sur Cash Stratégie. Aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction. Par hasard, je me suis dit, parce qu'il y a tellement de vidéos qui parlent de pourquoi j'ai quitté le Canada, pourquoi ceci, cela. Mais là, je regarde pas généralement, mais là, cette vidéo, parce que ça disait qu'elle partait en France, j'ai dit, je vais écouter, je vais voir une perspective d'une Française. Et puis, j'ai écouté la vidéo, mais je suis abasourdi par des choses qui sont dites. Écoutez, je me sens un peu légitime de répondre à cette vidéo parce que elle a mentionné, elle a montré en tout cas la vidéo, une photo de la ville où elle a été, donc au Canada, la ville de Gatineau. Puisque je suis aussi de Gatineau, alors je vais essayer de répondre à ces points. Il y a beaucoup à dire par rapport à tout ce qu'elle a écrit. Par rapport à tout ce qu'elle a dit, il y a tellement de choses à redire. Alors, je vais essayer de contredire point par point. Je vais essayer en tout cas d'aller point par point. Et je ne vais pas non plus que la vidéo soit la plus longue où je vais regarder les points les plus importants. Je vais conseiller de les contredire parce que tout est à contredire dans cette vidéo. Je comprends que la dame avec une expérience et surtout, quand on écoute la dame, elle est en train de raconter quelqu'un qui a vu, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a vu. Finalement, il n'y a pas vraiment d'expérience concrète d'elle-même par rapport à tout ce qu'elle raconte. C'est mon mari m'a dit, ou quelqu'un m'a dit, et finalement, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment des recherches d'informations sérieuses qui ont été faites par elle. Parce que tous les points qui ont été dits dans cette vidéo, en tout cas, je peux les contredire sans difficulté. Alors, allons-y, on va voir point par point, certains points que je peux contredire et puis on va y arriver. Allons-y. Tant que travailleur qualifié. Et quand on avait commencé nos démarches, donc c'était marqué comme quoi le Canada a besoin de main-d'œuvre, il y a des pénuries, notamment il y avait plusieurs domaines, donc ça nous a vraiment intéressés. Une fois qu'on arrive sur le terrain, on était partis, nous en tant que touristes, nous sommes revenus avec les enfants. Maintenant, quand mon mari était resté pour nous préparer le terrain, il était dans son appartement et tout, il fallait qu'il commence maintenant à s'intégrer pour voir ce qui était prévu pour les travailleurs qualifiés. Mais quand il arrive vraiment dans les bains, il remarque que non, il y a rien de travailleur qualifié. Donc en fait, quand tu arrives là, que tu sois travailleur qualifié ou pas, que tu sois réfugié, peu importe comment tu es arrivé, en tout cas, vous tous, vous êtes au même niveau. Et comme vous tous, vous êtes au même niveau, la recherche d'emploi, vous la faites ensemble. Il n'y a rien qui, comme quoi non, les travailleurs qualifiés, on avait besoin de travailleurs qualifiés, vous êtes déjà là, voici, il y a tel de... Disons que réagissons d'abord par rapport au travail, à la recherche d'emploi. Écoutez, n'importe où sur la planète, vous n'arrivez pas et puis il y a un emploi qui vous attend. Il faut passer par la recherche d'emploi. Il y a des Canadiens nés des souches, il y a des immigrants venus depuis longtemps, il y a des gens qui viennent de différents pays qui arrivent au Canada et tous sont qualifiés. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils devraient décider de donner à un Français plus du travail qu'à un Canadien ou à un autre immigrant qui vient d'ailleurs? C'est comme ça que partout on détermine, on met des critères d'élimination pour justement garder les meilleurs. Qu'est-ce qu'on appelle qualifié? On appelle qualifié celui qui répond aux critères. Alors, si vous arrivez de la France, il y a un emploi et que vous êtes 3 à chercher un emploi, à vouloir cet emploi, mais comment on sait qui est qualifié? Vous pouvez tous être tous les 3 qualifiés, mais pourquoi on retient l'un et pas l'autre? C'est parce qu'il est plus qualifié. Simplement, c'est pas parce que tu es qualifié qu'automatiquement tu as un emploi. Canada, c'est à peu près... c'est grand Canada, c'est très grand. Et on parle d'à peu près 39 millions d'habitants au Canada. La France peut entrer dans le Canada, je ne sais pas, 100 fois, j'ai l'impression. Canada, c'est le deuxième pays le plus grand après la Russie au monde. Donc, c'est tellement grand. La province de Québec, une province canadienne, province de Québec, entre dans la France une fois et demie. Donc, pour dire à quel point le Canada, c'est grand. Alors, tellement grand qu'avec
39 millions d'habitants, c'est normal qu'il y ait beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, c'est sûr, par rapport à la France, c'est sûr et certain, parce que la France, elle est surpeuplée quasiment. Hein? Parce que regardez la province du Québec, on est à peu près à 8 millions d'habitants. Or, en France, là, on parle déjà de plus de 60 millions, 80 millions peut-être d'habitants. Écoutez, c'est pas la même chose. Ici, c'est vrai, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent, mais simplement, on donne au meilleur quand même. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé aujourd'hui un emploi que demain vous n'allez pas le trouver. Ou sinon, si tout le monde veut travailler seulement dans un même domaine qui est déjà saturé, mais regardez d'autres domaines. Il y a des pénuries, c'est vrai, au Canada. Il y a des pénuries dans presque tous les domaines. Il y a des pénuries, mais à moins que si vous voulez absolument être X, et déjà au Canada, la grande majorité des gens ne travaillent pas dans leur domaine. Ça, c'est déjà ça. Ce n'est pas parce que moi, je suis diplômé en finance, je dois absolument trouver un emploi en finance parce que sinon, ben écoute, je vais aller voir ailleurs. Mais écoute, ça c'est des choix. Mais au Canada, la grande majorité des gens ne travaillent pas dans leur domaine d'études, à moins d'être vraiment très technique. Sinon, les gens trouvent un emploi dans un autre domaine et puis ils travaillent. Jusqu'à un moment donné, ils vont trouver un emploi dans leur domaine. Finalement, ils décident, ben je vais pas travailler dans mon domaine, je continue parce que j'aime finalement ce travail. Et puis, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, pour dire que, tiens, au Canada, on est déçu parce qu'on est qualifié, il fallait que vous y arriviez peut-être à l'aéroport et qu'on vous accueille avec un poste déjà en main. C'est un peu comme ça que ça sonne. Or, le Canada, c'est une terre d'accueil. Il y a vraiment les gens qui viennent de partout sur la planète qui arrivent, chacun avec ses qualifications. Et puis, ben, on donne au meilleur. Mais, en plus de ça, les Français ont un statut particulier au Canada et au Québec où ils ont certains privilèges par rapport à n'importe quel autre, disons, immigrant d'un autre pays. Les Français qui arrivent en France, que ce soit les étudiants, que ce soit les médecins, tout ça, ne sont pas concernés par les restrictions qui sont en place. Donc, c'est vraiment cette question est débattable de mon point de vue. Il a essayé de postuler, même si ils se sont retrouvés même 30 candidats pour un poste de cadre. 30 candidats. Et quand vous êtes 30 candidats comme ça, on va vous mettre les tests de logique. Voilà, des tests éliminatoires de logique qui n'ont rien à voir avec les métiers. Comme en France, en fait. Il n'y a pas de différence. Au final, on va faire les éliminations. On va éliminer des candidats, éliminer des... Au Canada, c'est le mérite qui prime. L'expérience prime plus que les diplômes. Je sais qu'ailleurs, souvent on aime brandir des diplômes, tout ça, mais au Canada, c'est le contraire. L'expérience prime beaucoup plus. Tu peux avoir plus de diplômes, mais quelqu'un qui a plus d'expérience que toi aura toujours les postes. Ça, c'est clair. Maintenant, quant au test, tout ça d'élimination, c'est vrai que surtout dans la fonction publique, c'est vrai que si votre mari ne voulait qu'appliquer dans la fonction publique, c'est normal, effectivement, c'est le cas. Et c'est compliqué d'entrer dans la fonction publique parce que ces tests d'élimination-là sont tellement... Voilà, ça ne s'arrête jamais. Il peut y avoir un poste, vous avez, voilà, je sais pas moi, 200 personnes pour ces postes-là, surtout quand vous parlez des postes les plus alléchants, tout ça, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui appliquent ces postes-là n'ont pas d'emploi, ils ont des emplois ailleurs, mais simplement, ces postes-là les intéressent. Quand ils vont prendre ces postes-là, ça va se libérer ailleurs. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de pénurie, en fait. La pénurie est là. C'est justement, mais étant donné que justement les gens il y a tellement de pénuries, les gens qui ont des emplois savent qu'ils peuvent toujours chercher des emplois plus payants. Ça, ils savent que, voilà, ils sont en situation donc de force. C'est pourquoi, justement, les gens vont toujours aller appliquer vers ces emplois-là. Vous avez 200 candidats sur un poste, mais il faut éliminer finalement, parce que oui, les gens ont appliqué, ben finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement garder, voilà, nommer une personne? Mais il faut les éliminer. Il faut des tests, des tests, tout ça, des langues, voilà, des machins, mais ça, c'est dans la fonction publique. Au privé, généralement, il n'y a pas tout ça. Ça dépend aussi de certains postes au privé, mais même à ça, c'est rare qu'il y ait ce genre de tests dans les privés. Mais dans la fonction publique, oui, il y a ces tests qu'il faut faire. Ce sont difficiles, ça je vous l'accorde. Ces tests sont difficiles, ces tests sont frustrants, ces tests sont longs. Ça c'est vrai, mais tout le monde n'est pas destiné à travailler dans la fonction publique. Donc voilà. Retrouver des personnes sur un poste, non.
niet, ce n'est pas vrai. Donc, il n'y a pas déjà, au niveau de l'emploi, il n'y a pas d'emploi au niveau de tout ce qui est cadre, tout ce qui est des travailleurs ayant. Il y a des pénuries vraiment partout, dans tous les domaines possibles. Il y a des pénuries, évidemment. Il faut être ouvert d'esprit. Si vous ne trouvez pas un emploi dans une entreprise à un moment donné, ça ne veut pas dire que ces emplois-là n'existent pas ailleurs. Les pénuries, c'est prouvé. On les vit au quotidien, on le sait, il y a des pénuries. Les gens sont en train... Il y a des entreprises qui ferment par manque d'employés. Donc ça, c'est une vérité. Il y a des pénuries au Canada dans presque tous les domaines possibles. Voilà. Au niveau de tout ce qui est cadre, tout ce qui est des travailleurs ayant telle ou telle qualification. Même si tu es médecin, quand tu arrives là-bas, on va t'exiger de faire la formation. Donc, alors qu'il y a pénurie des médecins, il y a pénurie des infirmiers. Donc, du coup, ce n'est pas simple. Il faut recommencer la formation. Ici, c'est qu'il y a beaucoup. Bon, écoutez, ça aussi, c'est pas tout à fait ça. Parce que, oui, c'est vrai que le médecin, longtemps, hein, ça a été la situation depuis longtemps, où voilà, les syndicats des médecins, l'ordre des médecins, par exemple, du Québec, on parle d'une province en particulier, donc l'ordre de médecins était un peu très restrictif par rapport à l'accession des autres médecins, à l'acceptation des autres médecins dans son ordre. Or, évidemment, beaucoup de gens, au lieu de finir médecin, finissaient comme des taximens ou autre chose, parce que leur éducation, leur diplôme n'était pas reconnu. Bon, là, encore une fois, ça ne concerne pas les Français, parce que les Français ont un statut particulier au Québec, ils ont des ententes particulières avec le Québec. Donc, ça ne concerne même pas les Français. En plus de ça, quand on parle des infirmiers, chaque année, le Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, ils partent recruter même des infirmiers dans d'autres pays. Par exemple, ces temps-ci, ce sont des pays francophones au Québec qui sont visés. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun sont très visés, ou même des représentants du Québec vont recruter les gens sur place là-bas et les amener ici. Pour vous démontrer à quel point il y a des pénuries. Ça a toujours été le cas. Vous pouvez venir, oui, si on vous dit, ben écoutez, vous venez d'une autre expérience, vous avez vécu ailleurs, vous n'avez pas d'expérience, tout ça, de travail sur le sol canadien, ben on vous dit, vous allez peut-être aller sur une formation d'actualisation de 3 mois, de 6 mois, etc. pour n'importe quel domaine, exemple. Je pense que c'est quand même tolérable, c'est quand même raisonnable, c'est quand même acceptable. On ne vous dit pas de recommencer toutes vos études. Je ne dis pas que avant, c'était pas ça. Il y a plusieurs années, c'était ça. Carrément, on vous demandait de recommencer vos études, de changer tout ça, et ça décourageait les gens. Mais ça, je vous parle bien des ordres de spécialisation là qui voulaient sauvegarder les intérêts parce qu'ils savent que s'il y a plus de gens dans cet ordre-là, plus de gens par exemple les médecins, ben les clients aura les choix, il y aura un peu la concurrence. Donc même les employeurs peuvent maintenant négocier des salaires. Or, quand ils contrôlent ça, ils savent que on est minoritaire, on ne compte que sur nous, ils peuvent exiger des conditions extraordinaires. Ça, c'est tout à fait particulier aux médecins, on va dire, à l'ordre de médecins à l'époque. Mais je pense que toutes ces conditions ont été un peu assouplies parce que là, maintenant, je pense que c'est moins ça. Et surtout, quand vous êtes médecin, vous n'êtes pas obligé d'être au Québec. Vous pouvez aller ailleurs. Le Canada, et c'est tellement grand. Vous pouvez aller dans d'autres endroits. Je vous dis que d'autres endroits, ce n'est pas la même chose. Le Québec est particulier. La province de Québec est particulière. Donc, si vous allez en Ontario, vous allez au Nouveau-Brunswick, vous n'allez pas rencontrer les mêmes problèmes. Si c'est un problème, effectivement, pour vous. Donc, pour dire que ce n'est pas vrai, la pénurie, elle est réelle au Canada et dans tous les domaines possibles. Il y a la pénurie. Je vous ai parlé des 39 millions d'habitants chaque année. Excusez-moi, les 39 millions d'habitants au Canada. Et chaque année, le Canada reçoit environ 1 million de gens qui arrivent, hein, chaque année, là. Donc, ça change rien. Malgré ça, il y a des pénuries.
Il y a des pénuries partout. Donc, ça, c'est un point qu'il fallait absolument mentionner. Livrer la nourriture, quoi. Il a fait des livraisons de nourriture et tout. Donc, dans ça, il y en a, hein, il y a des petits boulots. En plus, c'est des petits. En plus, quand je parle des petits boulots, ce n'est pas comme en France. En France, vous savez, quand c'est le SMIG, on dit il y a un montant qui est fixe pour le SMIG. Mais là-bas, ce n'est pas le cas. Vous allez voir, cet employeur va te faire bosser. Le SMIG, pour lui, c'est 10 $. Et pour l'autre, le SMIG, c'est 12. Pour l'autre, c'est 15. Il y a des changements. La durée de travail. Là, en France, par exemple... Bon, cette affirmation, elle est fausse. Hein? C'est une fausse affirmation qui veut que, voilà, les SMIG n'existent pas et que chaque employeur a son propre SMIG. C'est tout à fait faux. Parce que les SMIG, en fait, qu'on appelle ici salaire minimum, c'est là, chez vous, peut-être c'est par mois. Chez nous, c'est par heure. Parce que tout est par heure. Voilà. Maintenant, par heure, le gouvernement a déjà déterminé, par exemple, au Québec, le salaire minimum, c'est 15 $. OK? On est en 2023. Le salaire minimum est à 15 $. Donc, le salaire minimum qui est à 15 $ devrait normalement... maintenant, c'est pas à tous les endroits. Ce sont des petits boulots qu'on va vous payer les 15 $. Même les petits boulots vont toujours payer 16 $, 17 $, 20 $, etc. dépendamment. Mais 15 $, c'est le salaire minimum fixé par la loi. Évidemment, on sait 15 $ minimum, ça veut dire si vous travaillez à peu près 35 heures, qui est le nombre d'heures normal de travail, hein, qui est nombre d'heures de travail par semaine. Nombre d'heures de travail par semaine, vous allez vous retrouver peut-être avec, voilà... 1000 quelques, voilà, 800 €, oui, 800 $, peu importe, j'ai pas fait de calcul, ne me tenez pas rigueur, mais vous allez comprendre. Donc, vous faites 15 $ par heure fois 7,5, et puis fois 5 jours par semaine, et puis, voilà, fois nombre fois 2, et puis fois 26,88. Vous allez avoir un salaire annuel. Donc, pour vous dire que vous allez avoir, normalement, donc, vous avez un salaire minimum, un SMIG existe, mais simplement, tous les employeurs, pour attirer justement, comme je vous ai dit, il y a des pénuries. Donc, tous les employeurs ne donnent pas les SMIG, ne donnent pas les salaires minimum, donnent plus que les salaires minimum. Vont aller, si c'est des petits emplois là, des 10 $, je veux dire des 15 $, qui nécessitent en fait, voilà, un salaire minimum. Certains restaurateurs, par exemple, ils vont dire, ben, nous, on va vous payer 20 $ de l'heure. D'autres vont vous dire, non, on va payer 30 $ de l'heure. D'autres, on va payer 17 $ de l'heure. Maintenant, c'est à vous de décider, dépendamment de l'heure, parce que c'est la compétition. Justement, c'est ça qui prouve qu'il y a pénurie. Parce que chaque employeur décide de son propre montant qu'il va donner. Il ne va pas donner le même montant que tout le monde d'ailleurs. Parce que lui, il a besoin d'attirer les meilleurs, justement, qui travaillent pour lui. Il a besoin d'attirer les travailleurs qualifiés, justement. Il a besoin d'attirer les gens qui vont venir lui produire un plus. Voilà. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de salaire minimum qui est applicable à tous. Mais le salaire minimum jugé par la loi, par le gouvernement, pour dire que ben ça prend au moins ça pour qu'une personne vive correctement, ou en tout cas vive, puisse payer son loyer, acheter la nourriture, etc. Ça prend au moins 15 $ par heure. Donc 15 $ par heure, quoique il n'y a pas beaucoup de gens qui sont payés 15 $ par heure, puisque c'est juste le minimum exigé. Ça veut dire que si toi tu as envie de payer 14 $, tu ne payes pas parce que la loi t'interdit de payer 14 $. Mais si tu payes 15 $, mais la loi le permet. Si tu payes 17 $, la loi le permet parce que tu payes plus que 15 $. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que, voilà, tout le monde doit être payé les mêmes montants, etc. C'est un peu ça que je voulais contredire. 35 heures, arriver jusqu'à travailler 40 heures ou 60 heures, etc. Mais au Canada, ce n'est pas le cas, en fait. Tu peux travailler, tant que tu as la force, tu peux travailler. Tu peux arriver même à travailler jusqu'à 50 heures, jusqu'à même à 55 heures. Quand tu as la force, tu travailles. Et quand tu travailles beaucoup comme ça, ce n'est pas que tu as beaucoup d'argent par rapport à la France. Non. Le problème est qu'il y a beaucoup de charges. Bon, on commence simplement par cette affirmation. Mais est-ce que c'est pas ça la preuve qu'il y a des pénuries au Canada? Quand les gens sont capables de travailler 2-3 emplois facilement, ou même de faire des heures supplémentaires à un seul emploi au lieu de 35 heures. Donc,
l'horaire normal, ils vont travailler 50 heures, 60 heures, même 90 heures. Il y a des gens qui travaillent 90 heures semaine. Donc, c'est pas la preuve qu'il y a des pénuries. Ils peuvent trouver facilement du travail, aller faire 2, 3 emplois facilement comme ça. C'est pas la preuve qu'il y a des pénuries au Canada. Ensuite, pour répondre justement à cette, aux heures, mais écoutez, les heures supplémentaires, c'est vrai que ça donne de l'argent aux gens. Quand tu peux travailler, tu peux faire 2 emplois, 3 emplois pour des projets, justement, pour faire d'autres choses. Ça peut aider à quelqu'un, justement, à avoir, ceux qui ne sont pas qualifiés, justement, pour avoir des gros salaires. Mais au moins, ils peuvent avoir des emplois qui leur permettent, justement, de payer leurs charges mensuelles. Évidemment, quand vous travaillez dans un même endroit et que vous faites vos 35 heures, et que vous travaillez plus, mais tous les plus là, c'est des heures supplémentaires. Donc, vous êtes payé parfois les doubles ou le double et demi de plus que votre salaire habituel pour les heures travaillées au-delà des 35 heures. Donc, c'est à l'échange, justement. Pour quelle raison on fait tout ça? Parce qu'il y a des pénuries. C'est parce qu'il y a des pénuries, justement. Donc, voilà, c'est des choix que les gens ont. C'est vrai, vous avez raison, ça ne veut pas dire que les gens ont plus d'argent. Et oui, c'est vrai, ils ont plus d'argent parce qu'évidemment, tu travailles plus, tu gagnes plus. C'est ça les capitalistes, les systèmes capitalistes. Donc, tu travailles plus, tu gagnes plus. Mais ils n'ont, ce que vous voulez dire, c'est qu'ils n'ont pas plus d'argent dans leur compte parce que de toutes les façons, ils dépensent tout. Je ne pense pas que c'est cher. C'est simplement qu'ils dépensent. Voilà, plus qu'on gagne l'argent, c'est scientifique, hein. Partout dans le monde, plus vous gagnez, plus aussi votre train de vie aussi augmente. Donc, quelqu'un qui gagne plus d'argent, il peut se permettre d'aller prendre 3, 4 véhicules à la maison, des motos, des ceci, des bateaux, parce qu'il a, voilà, il travaille plus, mais il gagne, mais pour se payer d'autres choses. Au Canada, les gens font tellement d'activités, les enfants vont tous aller dans des activités, artistiques, sportives, etc. C'est des dépenses qu'il faut faire tout ça. Donc, il y a beaucoup de gadgets ici, tellement les gens vendent des activités. Donc, c'est normal que les gens, plus ils ont l'argent, plus ils vont investir. Pour certains, c'est un investissement, pour d'autres, c'est du gaspillage. Mais ça peut être un investissement. Ils vont investir, par exemple, dans des activités artistiques ou sportives. Ils vont le faire peut-être pour d'autres choses. Ils vont acheter des gadgets, des jouets, des ceci, des cela. Ils vont s'amuser, ils vont acheter des maisons, etc. Mais ça, c'est parce que, justement, ils peuvent travailler plus pour avoir ces plus-là et puis faire avec. Donc, c'est un peu ça. C'est pas une explication facile, en fait. Mais c'est ça la réalité. La première des choses, c'est d'avoir une maison. Donc, je voulais acheter une maison au lieu de commencer directement à louer. Je voulais directement entrer dans ma maison. Comme ça, et on fait les mêmes systèmes, mais les systèmes comme en France. Sauf qu'en France, il y a beaucoup de conditions. En France, il faut des CDI. 2 CDI pour une maison. Une grande maison comme la maison dans laquelle je vais vivre avec mon mari et mes 4 enfants. Il faut 2 CDI. Là-bas, on nous a dit que dans les rumeurs que non, là-bas on donne les crédits facilement, même avec un CDI ou avec... Mais quand je me suis renseignée auprès de mon banquier, je lui ai demandé des explications. Lui, il m'a dit non, pour avoir une maison, par rapport à une maison de, si on peut dire type 5, comme type 5 en France. Je parle le langage de la France. Là-bas, il y a le langage des gondos, des choses comme ça. Lui, il m'a dit que non, pour avoir ce genre de maison, il faut avoir minimum 2 CDI. Lui aussi, il m'a dit le même langage qu'en France. Donc, au final, on a trouvé que là-bas, ce n'est pas qu'il y a le travail là-bas. C'est vrai qu'il y a des petits boulots, mais les... Bon, écoutez, moi, je pense que c'est... Madame prend un peu sa vie personnelle... qu'elle généralise. Parce que, bon, je connais pas les systèmes de CDI, mais j'ai compris un peu, voilà. Écoutez, ça prend une personne au Canada qui a un salaire suffisant pour se permettre une maison d'un certain type. C'est son salaire qui détermine, c'est pas la loi qui détermine. C'est son salaire. Si tu as un salaire qui te permet d'acheter un château, tu peux t'acheter un château. Si tu as un salaire qui te permet d'acheter un condo ou un duplex, c'est ton salaire qui détermine. Ce n'est pas le gouvernement qui décide ça ou même la banque qui décide. C'est son salaire, le salaire de la personne. Si ton salaire le permet, tu peux. Donc, le CDI, si j'ai compris,
c'est un peu les salaires de madame et le salaire de monsieur. Donc, ça veut dire que, dépendamment de la maison que tu veux acheter, une maison qui coûte $1 million par exemple, si ton salaire à toi, c'est un salaire de, voilà, de 250 000 $, on va dire, par année, ben, ou on va dire de 100 000 $ par année, mais tu ne peux pas acheter parce que en réalité, il faut généralement, hein, je vais parler de façon rapide parce que c'est mon domaine, comme vous avez vu sur la chaîne, parler finance, mais on va multiplier les salaires annuels de la personne fois 4 généralement ou fois 5. On peut aller des fois 4 ou fois 5. Disons que madame gagne 100 000 $ par année, on va faire fois 4. Ça veut dire 400 000 $, c'est le prix des maisons qu'elle peut se permettre. 400 000 $ ou même 500 000 $, dépendamment. Là, je parle rapidement, mais on peut faire maintenant des nuances, des calculs, tout ça pour voir la différence. Mais de façon brute, là, on va dire 400 000, 500 000, madame peut s'acheter une maison. Maintenant, si la même madame, au lieu d'une maison de 500 000 pour laquelle elle est qualifiée, elle souhaite finalement s'acheter une maison de 1 million $. Mais en ce moment-là, ça va prendre peut-être les deux salaires. Son salaire et celui de son mari. Si son mari aussi gagne à peu près la même chose, plus ou moins 100 000 $, elle aussi plus ou moins 100 000 $. Donc, on peut dire qu'en prenant les deux salaires, on les met ensemble, le couple peut se permettre une maison à 1 million $. Mais ça n'a rien à voir avec le gouvernement, ça n'a rien à voir avec les lois, ça n'a rien à voir avec les salaires personnels et les choix de vie qu'on veut mener. Vous voyez, je peux vouloir manger du McDonald's à 10 €, mais si je n'ai pas les 10 €, je peux me permettre seulement 5 €. Est-ce que c'est la faute du restaurateur? Est-ce que c'est la faute même de l'endroit où se trouvent les restaurateurs? C'est un peu cette logique-là. C'est-à-dire que la maison, les CDI, si j'ai compris, c'est les salaires d'une personne. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, je vais baser ma logique sur cette compréhension. Si un salaire de madame est 100 000 $, ça prend deux salaires de 100 000 $ plus ou moins pour pouvoir avoir une maison de 1 million. Mais déjà une maison au Canada de 2 chambres, 3 chambres permettant de vivre avec 4 enfants, en tout cas 500 000 $, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez trouver quand même, on va dire c'est juste un peu au-dessous de la moyenne. Donc c'est beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter quand même une grande maison. Ou en tout cas pour justement avoir suffisamment grand pour une famille. Si on ne veut pas du luxe, quoi. Si on ne veut pas du très grand luxe. Mais déjà, 500 000 $, c'est pas du très luxe, mais c'est quand même bien. C'est très bien. C'est très bien même, on va dire. C'est très bien. Donc, voilà un peu cette nuance que je voulais apporter aussi par rapport à cette situation des SMIG et puis d'achat de maisons au Canada qui serait compliqué. En tout cas, tout celui qui a un travail et qui gère bien son crédit, puisqu'ici il y a un système de notation de crédit, celui qui a un bon crédit et qui a son salaire, qui a un travail de plus d'une année, si tu restes dans un même poste ou même dans une même entreprise pendant plus d'une année, tu démontres la stabilité au niveau de la banque et maintenant, par rapport à ton revenu à toi, tu peux t'acheter une maison. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes, vous pouvez mettre ensemble pour acheter une maison. Madame et ses enfants peuvent mettre ensemble et acheter une maison. Madame toute seule peut acheter une maison. Il n'y a pas de restriction. Un seul salaire peut payer une seule maison. Voilà un peu comment ça fonctionne par rapport à ça au Canada. Il m'a dit le même langage qu'en France. Donc au final, on a trouvé que là-bas, ce n'est pas qu'il y a le travail là-bas. C'est vrai qu'il y a des petits boulots, mais le vrai travail, il n'y a pas de travail là-bas. Pour y aller, il faut travailler en tant qu'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, on peut réussir partout où on est. On peut réussir en France, on peut réussir en Afrique, on peut réussir partout. Et pour nous, par rapport à tout ça et tout ce que mon mari m'a expliqué, j'ai compris que c'était mieux qu'on puisse rester en France. Donc nous avons décidé ensemble, en tant que couple, de rester en France, oui. Parce qu'on a, dès qu'il est arrivé dans son appartement, comme je vous disais, on avait loué son appartement à distance.
Donc, dès qu'il est arrivé dans son appartement, il a croisé automatiquement un Français. Il lui a dit bonjour et tout, parce qu'on se comprend et par l'accent, on sait qui vient de France. Et tout, vous comprenez un peu. Voilà. Donc, du coup, quand il parle à la personne, est-ce que vous étiez ici depuis le départ? La personne lui dit, je viens de France. Et puis mon mari lui dit, moi aussi je viens de France. Et puis directement le monsieur dit à mon mari, est-ce que vous avez encore votre maison? Vous avez encore votre maison? Mon mari dit, oui, je ne l'ai pas encore donné. Il y a ma femme et mes enfants qui vont faire les démarches pour donner la maison. Et puis elle dit, non, ne donnez pas votre maison. La vie ici est compliquée. Il faut que vous puissiez rentrer en France. Ah, mon mari a dit, mais ça c'est une blague, ça. Il ne croyait pas au départ. Donc, dans le deuxième temps, quand il est parti, parce que oui, grâce à Dieu, il a trouvé une bonne église qui l'a vraiment bien accueilli, que le Seigneur bénisse cette église d'ailleurs, voilà, avec un serviteur que je ne vais pas citer ici, qui l'a vraiment beaucoup aidé. Donc, il a rencontré un Français aussi dans cette église, un Français qui était là-bas avec ses deux enfants, et puis sa femme était restée aussi dans une ville, dans une autre ville, était restée en France, dans une autre ville. Et puis quand ils se sont vus, directement les messieurs, ils ont commencé à parler avec mon mari. Le monsieur lui a dit, je te conseille vraiment, je ne te conseille pas de rester ici. Il commence à lui donner des motifs. Il y a beaucoup de motifs. Il lui dit, par exemple, moi, je suis ici, je suis français, mais pour me soigner, je rentre toujours en France pour aller me faire soigner. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de médecins spécialistes. Et la plupart des fois, j'ai cherché les médecins traitants, je ne l'ai pas trouvé. Le monsieur lui dit ça. Et puis il dit, au niveau de l'école, mes enfants sont ici. Mes enfants, ils vont à l'école, à l'université. Mais à chaque fois, là, ils sont en train de prendre les crédits du gouvernement. Et une fois qu'ils vont finir les études, ils vont commencer à payer progressivement leurs crédits. Et mes enfants sont ici. Mes enfants sont à l'université, mais ils travaillent dur. Et des fois, ça leur arrive de travailler même 30 heures par semaine. Donc, c'est ça. Donc, il lui a dit, surtout, de grâce, je ne peux pas te conseiller de rester ici. Et la vie est tellement chère. La vie en France et la vie ici, la vie est tellement moins chère en France par rapport à ici au Canada. Il commence à lui expliquer des choses. C'était vraiment quelqu'un de bien qui lui a expliqué beaucoup des raisons qui peuvent faire à ce que mon mari puisse rentrer au lieu de rester. Mais encore une fois, c'était à mon mari de prendre la décision et de m'en parler, qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, je pense que je pense que Madame, elle a rencontré le couple en fait a rencontré des gens qui les ont découragés à tout prix pour des raisons que nous on n'a pas dans cette vidéo. Mais voilà, tout ce qui a été dit là, en tout cas, on peut contredire, on peut continuer à contredire des points, mais c'est pas tout à fait ça le but non plus. On veut, il y a des points, dont on partage. C'est vrai, le système de santé. Certains spécialistes, bon, à moins que si vous avez une maladie spécifique qui nécessite justement un spécialiste qui n'est pas au Canada, parce que ça peut exister des maladies très rares peut-être, où vous devez aller vous soigner peut-être aux États-Unis. Bon, aux États-Unis ici, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Vous pouvez vous déplacer en véhicule en 1 heure, en quelques heures, dépendamment de la ville où vous allez. Et puis le tour est joué. Donc c'est pas non plus. Mais disons que si vous avez une maladie quelconque difficile, oui, mais visiblement, madame est en santé, donc pourquoi est-ce que les spécialistes fait partie de la question pour laquelle elle est, qui a pesé dans leur décision. C'est un peu, mais disons que les spécialistes, il y en a. Comme je dis, le Canada est grand. En même temps, comme vous voyez, il y a un peu de contradictions. En même temps, il n'y a pas assez de spécialistes. En même temps, il n'y a pas de pénurie. Bon, écoutez, je l'ai dit, il y a des pénuries dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles. Et surtout pour les Français, ils ont une sorte de carte blanche. Il y a les médecins français qui arrivent ici directement, ils peuvent travailler sans problème. Parce qu'il y a des ententes, et puis etc. Entre gouvernements. Il y a des Français qui arrivent presque dans tous les domaines, qui vont travailler sans problème. Surtout dans le système de santé, là. Dans les systèmes de santé, excusez-moi. C'est encore, voilà, ce n'est même pas quelque chose à discuter, parce que tout le monde le sait. Maintenant, je pense que les couples ont rencontré des gens dans leur chemin qui les annonçaient que les mauvaises. Ils ont rencontré juste les Français déçus parce que la communauté française au Québec, je pense qu'elle est très importante. Très importante, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le privé, que ce soit en tant qu'entrepreneur. La communauté française, vraiment, c'est des gens qui sont implantés.
même en médecine, la communauté, les Français sont là, ils sont nombreux, et ils sont même, disons, on va dire, contents en fait, parce qu'il y a plusieurs reportages qui montrent des Français qui sont très contents d'être au Canada, qui sont très très contents, qui ont regretté d'avoir hésité longtemps avant de venir au Canada. Ça, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, pour dire simplement que je pense que personnellement, le couple de Joyce et Peace ont rencontré des gens qui les ont découragés rapidement pour rien, parce que le système éducatif, justement, fait en sorte que c'est pas obligatoire de 1. Si vous avez votre argent, vous n'avez qu'à aller payer votre université, l'université de vos enfants, sans problème, personne ne viendra vous interdire. Mais puisque la vie est chère, comme vous le dites, les gens ont d'autres préoccupations, eh bien, certains, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux dont les parents n'ont pas les moyens, les parents ne sont pas riches, le gouvernement est là justement pour les aider, de prendre voilà, un prêt au niveau du gouvernement pour payer leur université et de rembourser petit à petit après la fin de leurs études. Ça permet l'accès à l'éducation. Ça permet l'accès à l'éducation supérieure surtout. Parce que les collèges, je veux dire les primaires, les secondaires, c'est non applicable. Tout le monde peut se permettre, quoi. Tout le monde peut se permettre, c'est gratuit. Bon, en fait, il y a quand même des petits montants qu'on débourse, mais c'est considéré gratuit. Mais pour l'université, là, effectivement, les parents qui n'ont pas les moyens, en tout cas, les enfants peuvent toujours aussi aller à l'université parce qu'ils peuvent prendre les prêts, qu'ils peuvent rembourser, ou certains étudiants aussi font le choix de ne pas prendre les prêts et de travailler pendant qu'ils vont aux études. Parce que, oui, en travaillant des petits boulots comme madame l'a souligné, les jeunes peuvent travailler 15 heures ou même 30 heures semaine. Il y a lieu de travailler 30 heures semaine sans problème et d'étudier. Voilà, il y a des générations de gens qui ont étudié au Canada qui ont passé par là. Donc, tu travailles 15 heures ou 30 heures, même si tes parents ont l'argent pour te payer. Les jeunes préfèrent quand même travailler pour avoir l'argent des poches. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre les frais, voilà, les frais d'inscription, tout ça, mais au moins, certains jeunes, même s'ils ont les moyens ou même s'ils peuvent être éligibles au prêt, mais ils vont quand même décider d'aller travailler et de payer eux-mêmes leurs frais d'études. Parce que c'est pas cher, c'est pas très cher, les frais d'études. C'est cher simplement si tu ne fais rien. Voilà, tu veux ton indépendance totale, tu vas aller habiter dans un appartement, tu ne travailles pas, mais tu veux aller, donc à l'université temps plein. À ce moment-là, c'est normal. C'est normal, vous n'allez pas avoir d'argent. Malade, il n'y a pas de médecin traitant, il faut directement aller aux urgences. Et quand tu vas aux urgences, même si tu as les maux de tête, voilà, je pense que je suis entrée dans les soins médicaux sans les savoir. Donc, comme je disais, le point 1, c'était le travail. Donc, le travail là... Bon, revenons déjà sur ce point. Pas de médecin traitant. Bon, écoutez, tout est extrapolé dans cette vidéo. Au Canada, il y a effectivement, il y a un problème, c'est vrai, il y a un problème. Au niveau de la santé, là, il n'y a personne qui vous dira pas qu'il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème parce que ça prend un peu plus longtemps aux urgences. C'est ça, justement, le problème. C'est que, justement, les gens, même pour des maux de tête, souhaitent aller aux urgences au lieu d'aller dans des cliniques. Il y a des cliniques, il y a des centres de soins, il y a des CLSC, il y a des ceci, cela. Chaque chose... pour une chose, quoi. Donc, ça veut dire que au niveau des urgences, quand vous allez à l'hôpital général, oui, évidemment, vous allez rester plusieurs heures aux urgences. C'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que le système de santé est défaillant? Non. Déjà, c'est un système de santé qui est universel, qui veut dire gratuit. Vous ne déboursez aucun rond pour être soigné. Donc, vous allez, c'est pourquoi certaines personnes aussi abusent. Ils vont aller pour des maux de tête, aller aux urgences, c'est vrai, mais il y a des cliniques. Dans les cliniques, là, vous n'avez même pas besoin de rendez-vous, vous entrez, on vous soigne, en 10 minutes, vous êtes dehors. Donc, si quelqu'un est habitué dans un autre pays à aller voir seulement, donc voilà, aller juste aux urgences ou à l'hôpital
évidemment, c'est système. Quand on parle de l'intégration, c'est de comprendre le système de là où on veut être, comment ça fonctionne. Ça fonctionne pas forcément de la même manière que ça fonctionne d'où l'on vient. C'est pourquoi, au niveau des urgences, c'est vrai que c'est saturé ici. Il y a beaucoup, c'est saturé, parce que justement, il y a pénurie. Je répète les mots pénurie. Elle aussi, elle répète les mots qu'il n'y a pas d'emploi. Moi, je répète les mots pénurie. Donc, elle parle des petits boulots. Moi, je parle quand même des emplois spécialisés. Quand on parle de médecins, là, c'est pas spécialisé. Quand on parle de médecins spécialisés, c'est pas des petits emplois. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions par rapport, et vraiment, le Canada, il y a des pénuries d'emplois partout dans tous les domaines possibles. Il y en a. Si vous êtes qualifié, c'est difficile que vous soyez sans emploi au Canada. Si vous êtes qualifié, c'est très difficile. Justement, on privilégie encore une fois l'expérience par rapport au diplôme. Je sais qu'ailleurs, beaucoup de gens vont dire, moi j'ai 5 diplômes, moi j'ai 6 diplômes, mais ça ne veut rien dire si tu n'as pas d'expérience. À moins que ce soit vraiment un domaine très technique où ça prend absolument les diplômes, oui, ça se comprend. Mais généralement, l'expérience prime toujours. Donc, au niveau des médecins, il y a des pénuries, mais le problème est que on a des cliniques, on a d'autres types de... Si vous avez... À moins que ce soit vraiment spécialisé. Quand c'est spécialisé, c'est vrai, c'est long. Les rendez-vous sont très longs. Parce qu'à cause de la pénurie, justement, de ces médecins spécialisés, la pénurie, on peut vous donner un rendez-vous dans 1 an, on peut vous donner des rendez-vous dans 3 mois, dépendamment de votre urgence. Donc, dépendamment de votre urgence, on peut vous donner un rendez-vous dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Dépendamment, encore une fois, c'est pour des choses qui sont un peu difficiles et rares, comme certaines maladies. Mais si c'est des maladies de tous les jours, écoute, on opère tous les jours les gens ici, hein, on soigne tous les gens ici, il y a les cancers, machin, diabète, on est même habitué, les ADC, tout ça. Mais, encore une fois, mais si vous avez une maladie spécifique très rare, c'est normal que vous allez voir des spécialistes parfois à Cuba, parfois aux États-Unis, parfois, voilà, dans ce genre de pays-là. C'est pas en France. Les gens ne vont pas, les gens ne quittent pas Canada pour aller se soigner en France. Ça, j'ai jamais entendu parler. Parce que le système de santé français et canadien, c'est presque semblable. Et c'est pourquoi, justement, il y a des ententes entre les France et le Québec, justement, pour l'échange de médecins. Il y a des médecins québécois qui sont en France, des médecins français qui sont au Québec. Donc, c'est justement pour ça, parce que c'est presque la même chose. Mais les gens ne quittent pas pour aller en France, ils quittent pour aller vers des médecins, soit payer moins cher pour des soins qui peuvent être faits aux États-Unis, mais très cher, ils vont aller les faire à Cuba, moins cher. Ce type de choses. Et même là encore, pour certains traitements dont le Canada ne dispose pas les moyens, c'est assuré, le gouvernement paye pour ça. Ce n'est même pas vous qui payez pour ça, le gouvernement paye pour ça. Donc on est quand même bien là. Mais encore une fois, c'est comme je l'ai dit depuis le début, c'est une question de perception déjà, des prérequis. Je pense que aussi les maris des madames avaient aussi d'autres raisons d'aller ailleurs. En tout cas, ça c'est ma déduction à moi. Avaient des raisons aussi d'aller ailleurs. Et donc, il a convaincu sa femme d'aller vivre ailleurs. Mais pour les raisons avancées, en tout cas, c'est pas que je ne veux pas non plus, diminuer pour dire que voilà, ça c'est pas des raisons valables, mais en tout cas, objectivement, ce n'est pas ça. Objectivement, c'est pas ça. Ça doit être des raisons reliées, vraiment des raisons subjectives. Pour des raisons subjectives, c'est normal. Les gens peuvent déménager, peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais jusque-là, pour les raisons évoquées dans la vidéo, en tout cas, il n'y a pas de raisons objectives pour justifier leur déménagement. En tout cas, pour les raisons qui ont été soulevées, quoi. Peut-être que ça peut être mieux pour toi d'aller au Canada. Si quelqu'un qui vit en France, je vous conseille, avant de quitter la France pour aller immigrer au Canada, il faut réfléchir à 5 fois. Il faut d'abord aller vivre là-bas même pendant 6 mois. C'est quelqu'un qui quitte la France pour venir ici et décider de rentrer en France. La grande majorité des Français qui vivent au Québec, ils sont venus parfois en visite et ils ont décidé de rester. Ça, c'est la réalité. Moi, je parle vraiment des Français, que ce soit des immigrants, soit des Français des souches, hein. Donc des Gaulois, voilà, les Bretons, tout ça, machin. Quand ils viennent au Québec, même pour une visite, ils décident de rester.
Ça, c'est généralement le cas. J'ai aussi des amis immigrants, voilà, qui sont soit nés en France, ou soit grandis en France, qui sont venus ici, et puis je les ai jamais entendus, même une seule fois, dire qu'ils veulent rentrer en France, quoi. Donc, c'est une question de perception. C'est une question de perception, mais honnêtement, pour des raisons objectives, j'en trouve pas dans cette vidéo. Ça dépend des jours. Donc c'est un peu compliqué en fait. C'est pas comme en France, c'est différent. Donc en France, par exemple, quand tu arrives aux urgences, il y a l'infirmier qui peut prendre ta température, tu passes, tu vois les médecins, voilà, tu vois, tout est ensemble. Mais là, ce n'est pas comme ça. L'infirmier qui va prendre la température, il faut la payer. Donc, le médecin qui va te soigner, il faut lui payer. Donc, tout est subdivisé, tout est divisé. En fait, tu dois payer partout. Et tu dois payer partout. Bon, cette affirmation n'est pas vraie parce qu'au Canada, les soins de santé sont gratuits. Vous ne déboursez même pas un rond quand vous arrivez à l'hôpital, que ce soit aux urgences ou voilà, à la clinique ou à l'hôpital de façon générale. Même malgré toute la batterie d'examens, radiologie, rayons X, machin, tout ce que vous pouvez faire, voilà, vraiment, vous ne déboursez aucun rond. Donc, on ne sait même pas, oui, c'est le gouvernement qui paye tout ça, mais les clients, les citoyens ne savent même pas combien ça coûte, ce qu'on paye à l'infirmier, ce que ça coûte les frais pour l'infirmier, les médecins, tout ça. Oui, on sait à peu près combien les médecins sont payés. Les médecins sont très bien payés au Canada, ok? Mais les citoyens, les clients ne savent pas combien les médecins chargent au gouvernement pour les soins qu'il va donc appliquer donc aux clients ou aux citoyens. Ça, les citoyens ne le savent pas. Donc, cette affirmation, je ne sais pas, voilà, payer le médecin, un montant différent, payer ceci, payer l'infirmier, payer les auxiliaires, payer ceci. Mais non, ce n'est pas du tout la réalité au Canada. Vraiment, c'est un système universel de la gratuité de santé. Et même des médicaments aussi. Parlant des broches, parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai déjà dépassé, elle a parlé des broches ou bien des corrections des dents. On lui a dit la personne avait payé 10 000 $ et que finalement, elle a trouvé ça parce qu'en France, voilà, il y a la mutuelle qui peut payer. Mais écoutez, c'est la même chose. Ici, comme en France, je suppose, quand quelqu'un n'a pas de mutuelle, n'a pas donc d'assurance collective qu'on va appeler, en ce moment-là, la personne va débourser le montant au complet. Ça, ce sont des soins, qu'on va dire, privés, qui n'ont rien à voir avec... ce sont des soins d'esthétique. C'est le seul soin que le gouvernement, le système de santé universel ne prend pas en charge. Ce sont des soins esthétiques. Mais tout ce qui est maladie sur le corps, c'est pris en charge entièrement par les gouvernements, par les systèmes de santé mis en place. Maintenant, exemple moi-même ici, j'ai exactement ça. Voyez-vous? Voyez-vous ça? C'est pour la correction des dents. C'est également, j'ai payé 10 000 $ aussi pour ça. Mais, il y a les assurances collectives qui payent 50% et moi, je paye aussi 50%. Évidemment, je ne paye pas les montants en totalité. Il y a des facilités de paiement qui sont mises en place, justement. Je peux payer chaque 2 semaines, ou chaque mois, dépendamment des ententes. Je peux payer petit à petit ces 50% là, mais l'assurance collective paye directement les 50%. Donc ça, je crois que c'est la même chose qu'elle a décrit en France. Simplement, mais ici aussi au Canada, pour ceux qui n'ont pas d'assurance collective, mais s'ils ont absolument besoin de ces soins, ils doivent les débourser à 100%. Donc, jusque-là, je ne vois pas d'exceptionnel ou même de différent par rapport à la France. Tu as l'assurance, c'est pris en charge en moitié peut-être, 60, 40%, dépendamment, 50, 50, ça dépend. Ou tu n'as pas d'assurance, tu payes ou tu ne les payes pas. D'ailleurs, le gouvernement vient d'ajouter les soins dentaires dans le système de la gratuité de la santé pour les enfants de moins de 16 ans, je crois. De 16 ans et moins, c'est devenu aussi gratuit parce qu'avant, ça ne l'était pas. Donc, pour dire que vraiment, ce qui est décrit dans la vidéo n'est pas tout à fait la réalité. Tu peux arriver à la pharmacie, tu dis au pharmacien qui a fait vraiment des études par rapport à ça,
tu lui dis, tu as mal à la tête par exemple, ou quelque chose de ce genre, il peut te conseiller les médicaments à prendre. Mais là-bas, des fois, quand tu arrives à la pharmacie, celui qui vend les médicaments, tu vas voir qu'il n'est même pas du domaine. Donc lui, son travail, quand tu dis, tu viens prendre les Doliprane, c'est un exemple, il te donne les Doliprane. Mais le fait d'expliquer à quoi sert les Doliprane et tout, il te dit non, je vais voir si le pharmacien est disponible. Ou le pharmacien n'est pas disponible aujourd'hui, il va venir demain. Donc c'est comme si c'est une marchandise, en tout cas, ce qu'il a remarqué dans la pharmacie, là où il est parti. Hein? Bon, là encore, une affirmation pas tout à fait vraie. Bon, en fait... ou bien c'est peut-être les explications voilà, les couples n'ont pas compris ou on les a menti. Je ne comprends pas parce que, écoutez, déjà au Canada, vraiment tous les domaines sont encadrés, tous les secteurs sont encadrés. Quelqu'un qui n'est pas pharmacien ne peut pas vendre de médicaments. Ça, je vous garantis. Je vous garantis, ça n'arrivera jamais. Et puis les deux, maintenant concernant voilà, écoutez, au Canada, il faut comprendre. Comme je dis, il faut s'intégrer pour comprendre quand même certaines choses. Au Canada, vous arrivez dans une pharmacie, vous avez des médicaments sur les tablettes, des médicaments qui ne demandent pas d'ordonnance. Ça veut dire que vous pouvez arriver, vous achetez vous-même, vous prenez des médicaments, voilà, parce que tout le monde sait que voilà, si je prends des aspirines, c'est pour des maux de tête. D'ailleurs, sur la boîte, c'est écrit maux de tête, voilà, éternuement, etc., machin. Ou vous prenez un autre type de médicaments, des médicaments, on va dire, génériques, mais qui ne sont pas nécessaires, dont l'ordonnance n'est pas nécessaire. Vous pouvez arriver dans la pharmacie, demander conseil justement à ce type de médicaments. Ce genre de médicaments, ce sont voilà, c'est des caissiers qui vendent ça. Parce que ça ne demande pas d'ordonnance, c'est des caissiers qui vendent ça. Ça veut dire que le médecin n'a pas fait le diagnostic. C'est votre propre diagnostic. Vous vous dites que j'ai mal à la tête, je vais prendre donc de l'aspirine. Donc vous pouvez aller, un caissier va vous vendre ça. Mais si maintenant, vous allez demander à la pharmacie des médicaments qui nécessitent une ordonnance, on ne vous les donnera pas. Et on va vous les donner, il faut avoir l'ordonnance du médecin. Ils vont consulter l'ordonnance. Ensuite, le pharmacien lui-même va vous expliquer, même si le médecin vous a déjà expliqué à l'hôpital, les pharmaciens vont vous expliquer l'utilisation et les précautions à prendre avec ces médicaments-là. Ça, c'est partout au Canada, c'est la même chose. Donc, dire que ce n'est pas des pharmaciens qui vendent les médicaments, ça c'est grave ça. Au Canada, il n'y a que les pharmaciens qui vendent des médicaments. Il n'y a personne d'autre à part les pharmaciens. C'est dans une pharmacie que vous entrez pour acheter même les médicaments qui ne nécessitent pas une ordonnance, qui sont fabriqués ou vendus par les pharmaciens. Mais simplement, les pharmaciens, puisqu'il est en train de... voilà, il y a des consultations, il y a des ceci, il y a d'autres choses qui sont occupées. Donc, des médicaments qui ne nécessitent pas d'ordonnance, ben, vous pouvez les acheter sur des tablettes vous-même sans problème. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas eu de diagnostic. Donc, on ne peut pas vraiment vous imposer quoi que ce soit. Vous achetez en connaissance de cause. C'est donc des médicaments qui ont déjà été approuvés par Santé Canada. Donc, en ce moment-là, vous achetez ces médicaments, vous allez vous soigner avec. Mais si vous avez, même si vous ne connaissez pas les médicaments que vous devez avoir, mais vous ne voulez pas aller obtenir un diagnostic, mais vous pouvez toujours demander aux pharmaciens. Dans votre cas, madame, vous avez été demander, les pharmaciens, on vous a dit que le pharmacien n'est pas là ou n'est pas disponible. C'est tout à fait normal. Vous n'avez pas de rendez-vous, les pharmaciens sont là, ils sont peut-être avec d'autres clients en train de les traiter. Vous voulez que les pharmaciens vous servent tout de suite, vous aident avec des médicaments sur des tablettes, qu'on appelle. Quand on dit médicaments sur les tablettes, ça veut dire des médicaments sans ordonnance. S'ils sont disponibles, les pharmaciens vont vous aider sans problème. Ils vont vous poser quelques questions pour comprendre votre situation. Et puis ils vont vous dire, bon, prenez ça ou prenez ça. Ils vont vous donner les choix. Mais ça, c'est encore une fois toujours gratuit. Ils vont vous donner ces conseils-là. Mais ils n'ont pas fait de diagnostic à proprement dit parce qu'ils n'ont pas cette compétence au Canada de faire les diagnostics. C'est une compétence qui revient aux médecins. Il y a eu cette séparation entre les médecins et les pharmaciens. Chacun dans son domaine. Les pharmaciens vendent des médicaments.
Donc, le médecin diagnostique et ordonne les médicaments. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'y voyez pas une logique dans ça, mais la réalité décrit comme quoi c'est pas des pharmaciens qui vendent des médicaments, c'est pas... Donc en fait, là-bas, il faut travailler. C'est comme si les gens vivent pour travailler. Hein. Comme je vous ai déjà donné l'exemple d'une dame que j'ai vue à Desjardins. Donc du coup, tu travailles. À quel moment tu t'occupes des enfants? Donc en fait, il y a des charges mentales. Donc arriver par exemple à travailler 50 heures par semaine, 55 heures par semaine pour être capable de payer. Ce n'est pas parce... Bon, ça, écoutez, comme je dis, il y a tellement de choses. Bon, écoutez, déjà, travailler, c'est au choix. C'est au choix. Si quelqu'un veut travailler 2 heures par semaine, 5 heures par semaine, 10 heures par semaine, 50 heures par semaine, 100 heures par semaine, c'est au choix. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à travailler autant d'heures par semaine. La règle générale, la règle, on va dire, de la loi du travail, du code du travail, c'est à peu près 35 heures, je pense, de mémoire, je ne sais même pas. C'est 35 heures, généralement, le temps normal de travail. Mais, ça, c'est généralement, quand vous avez, c'est la règle générale. Mais, n'importe qui peut travailler moins ou plus. Il y a des emplois à temps partiel, par exemple, pour elle qui est préoccupée par, voilà, prendre soin de ses enfants. Elle peut prendre temps partiel, et puis, voilà, ou sinon, si tellement elle ne veut pas travailler, ben écoute, il y a des aides, il y a des allocations, tout ça, qui vont l'aider parce qu'apparemment, elle ne veut pas travailler longtemps, elle ne veut pas travailler, en tout cas, pendant des heures. En ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc, en ce moment-là, tu ne travailles pas, tu prends des allocations. Et, ou sinon, tu travailles, mais tu prends à temps partiel, parce qu'il y a beaucoup d'emplois où on demande des gens à temps partiel. Temps partiel, ça veut dire qu'au lieu de travailler 35 heures semaine, qui est la règle pour le temps plein, en ce moment-là, tu vas travailler la moitié, donc 18 heures ou 17h.5 ou quelque chose, 18h.5, quelque chose comme ça. Ou voilà, ou 17h.5, ou même 17h, ou même 15 heures par semaine, tu peux travailler. Comme ça, tu as le temps pour faire d'autres choses. Mais tu es payé en fonction du temps que tu travailles. Tu ne peux pas travailler 15 heures et espérer être payé comme quelqu'un qui a travaillé temps plein, donc 35 heures, ou même 40 heures. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est chaque personne qui travaille selon ses besoins. Certaines personnes travaillent 100 heures. Généralement, ce n'est pas des gens simples comme ça qui travaillent toutes ces heures-là. Généralement, c'est des cadres voilà, qui savent déjà qu'à partir des 40 heures, ils sont payés double en termes des heures supplémentaires. Ben, ils continuent à travailler pour se faire beaucoup d'argent. Ou sinon, il y a des entrepreneurs qui ont déjà beaucoup, justement, plus ils travaillent, plus ils se font de l'argent. Mais ça, c'est vraiment volontaire. Mais dire qu'il y a quelqu'un au Canada qui est obligé de travailler plus que 50 heures pour survivre, écoutez, c'est pas ça la réalité. À moins vraiment d'avoir un emploi au SMIC de 15 $ par heure et d'avoir une vie une vie des riches, peut-être. Sinon, je ne vois pas comment un monsieur, madame, tout le monde qui vit au quotidien de façon régulière, qui a un emploi, qui travaille 40 heures, juste un peu plus que les salaires minimum, disons 40 heures, 50 heures, et puis je veux dire 30, 20, 30 $, etc. par heure. Déjà, c'est peu, mais il y a beaucoup de gens qui gagnent ces montants-là et qui pourraient avoir besoin d'un deuxième travail ou même des heures supplémentaires pour survivre. Ce n'est pas la réalité. Et même ceux qui travaillent, c'est une seule personne qui n'a qu'un emploi au SMIC, donc au salaire minimum de 15 $. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de ces gens-là qui vont travailler, souvent les femmes de ménage, tout ça, qui va travailler 15 $, 20 $, 25 $ par heure, mais qui est capable quand même de payer le loyer, de payer la nourriture et de s'en sortir. Il y en a beaucoup. C'est pas comme si c'était des extraterrestres qui n'existaient pas. Il y en a beaucoup de ces gens comme ça au Canada. Donc dire que les gens ne travaillent que pour payer la facture, c'est pas vraiment ça, parce que
Ça dépend maintenant des niveaux de vie de chacun. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont gagner le salaire minimum, qui peuvent faire beaucoup plus que payer les factures. Il y a certains aussi qui peuvent gagner 4 fois ou 5 fois ou même 10 fois les salaires minimum, mais qui n'arrivent même pas à payer les factures. Donc ça, c'est vraiment des expériences personnelles. Ça n'a rien à voir avec la situation générale. Publicité que tu vois, toutes ces publicités que tu vois sur l'immigration canadienne, tu vas tellement tomber dans les panneaux. Il faut aller vivre là-bas. Les autres choses là, c'est des publicités. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, le dernier point qui a fait en tout cas qu'on puisse quitter définitivement le Canada, c'est parce qu'on était vraiment déçus par rapport à nos cartes des résidents permanents. Quand nous avons eu la carte des résidents permanents, on pensait que c'est comme la carte, les titres de séjour en France. Vous savez, quand vous venez d'avoir les titres de séjour en France, des fois c'est un titre de séjour qui peut durer 10 ans, voilà, etc. La carte des résidents permanents aussi, il y a la durée dessus, hein. Ça peut aller jusqu'à 10 ans et puis renouvelable, quoi. 5 ans renouvelable. On pensait que c'est la même chose, les amis. Quand tu as la carte de 10 ans en France, par exemple, tu peux l'avoir aujourd'hui et que tu décides d'aller vivre, par exemple, à Nairobi. Tu décides d'aller vivre à Nairobi, ça ne signifie pas que tu vas la perdre. Non, tu vis à Nairobi, mais il faut être capable seulement de revenir en France avant l'expiration de la carte des 10 ans, les amis. Pour la carte des résidents permanents, ce n'est pas le cas, les amis. La carte des résidents permanents que le Canada te donne là, la carte que tu as eu avec souffrance, avec beaucoup de démarches, avec beaucoup de factures salées. Avec cette carte-là, tu es obligé de vivre au Canada. Je vais... Bon, ça aussi, ce sont des affirmations. Écoutez, mais je ne sais pas vraiment si madame est vraiment sérieuse avec toutes ces affirmations ou c'est simplement on lui a menti ou bien on lui a expliqué des choses qu'elle n'a pas compris. Parce que, elle explique elle-même qu'en France, avec la carte de séjour de 10 ans, tu peux vivre ailleurs, mais tu dois rentrer au moins une fois avant l'expiration pour valider. C'est exactement la même chose au Canada. Au Canada, tu rentres, la carte de résidence, tu es obligé de revenir une fois chaque 730 jours. 730 jours. Tu rentres pour au moins une fois au Canada et puis c'est tout, tu peux ressortir. Encore. Mais chaque 730 jours, tu dois revenir au moins une fois au Canada. Mais c'est exactement ce qu'elle a dit, non? Et en plus, ce qu'on renouvelle ici au Canada, c'est la carte physique. Ce n'est pas les statuts des résidents. Les statuts des résidents, on l'a, on ne peut pas les perdre tant qu'on respecte voilà, les conditions. On ne peut pas les perdre. Puisqu'on habite au Canada, on a ces statuts des résidents permanents, sans problème. Il y a des gens qui habitent au Canada qui n'ont pas renouvelé leur carte, il n'y a rien qui arrive. C'est juste une carte physique. Si tu as besoin de la montrer quelque part, si tu as besoin de la montrer, si tu n'as pas besoin de la montrer quelque part, tu n'en as pas besoin de la carte physique. Mais ton statut des résidents permanents, tu l'as au Canada, tu ne peux pas les perdre comme ça. Tu peux perdre seulement si tu vas ailleurs, puisque c'est chaque 5 ans qu'il faut au moins revenir, durant les 5 ans, il faut revenir au moins une fois chaque 730 jours, justement sur le sol canadien. Tu arrives 24 heures, peu importe, tu rentres si tu veux. Un mois, comme tu veux, le temps que tu veux, mais tu dois passer ce temps-là. Mais si tu es conscient que toi, tu n'as pas besoin de voyager, tu n'as pas besoin de revenir chaque 5 ans, mais fais la demande de citoyenneté. Tu deviens citoyen comme ça, ben voilà, c'est fini, tu as le passeport canadien et puis c'est tout, tu n'as plus besoin de ça. Et puis, mais dans ce cas-là, en quoi c'est un problème? Et même si, déjà vous décrivez que c'est la même situation qu'en France, vous devez revenir au moins une fois avant l'expiration. Mais c'est la même chose, non? Mais en quoi c'est différent? Hein? Voilà un peu, il y a beaucoup d'exagération, beaucoup je pense même pas que c'est des exagérations, mais c'est de la mauvaise information qu'on lui a donnée, et puis qu'elle a accepté comme ça, et puis bon, voilà. Et elle a pris tout ça pour du cash. Il y a beaucoup, comme vous avez vu depuis le début, je ne continue qu'à clarifier les situations, qui sont des situations qui peuvent arriver, mais la personne ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, elle s'est fait une perception qui n'est pas réelle.
de la chose. Voilà un peu. Parce que toutes les raisons qu'elle a décrites depuis le début, vous avez vu que j'ai pu aller contredire point par point. Déjà ici, je me sens même déjà fatigué de continuer parce que je me dis, bon, on va continuer quand même parce que ça peut éclairer beaucoup de gens à avoir quand même une vraie information que de se baser quand même sur, sur ces informations à Madame Joyce et Peace. Qui ont fait qu'on restait là-bas. En tout cas, là, je vous donne les principales causes qui ont fait à ce qu'on ne puisse pas rester là-bas. Mais en tout cas, il faut savoir aussi au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de variété d'aliments. Ça, c'est des choses, on peut dire, banales. Au niveau de l'alimentation, au niveau des vêtements, il n'y a pas de variété. On était dans la ville de Gatineau, non loin d'Ottawa. Donc, c'était ça mon expérience. Donc, maintenant, dans la suite de la vidéo, on va comparer la France et le Canada. Est-ce qu'il vaut mieux vivre en France ou au Canada? Donc, je vais faire cette comparaison. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas faite pour les personnes qui vivent en Afrique. Si tu vis en Afrique, peut-être que tu peux être mieux au Canada. Mais encore une fois, il faut savoir qu'il y a beaucoup de démarches à effectuer. Voilà, beaucoup de démarches, surtout si tu veux partir en tant que résident permanent, en tant que travailleur qualifié. Il y a beaucoup de démarches à effectuer si tu ne veux pas partir en tant que réfugié, et c'est des démarches que tu ne fais pas gratuitement. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Dites-moi ce que vous... Bon, je sais même plus par où aller, mais moi qui vis à Gatineau déjà, c'est presque comme des insultes, quoi. C'est presque comme des insultes, mais je le mets dans le compte de l'ignorance. Parce que vraiment, comme vous avez constaté depuis le début de cette vidéo, je n'ai pas voulu faire des commentaires inutiles, mais de répondre point par point. Et vous avez vu en ce moment-là, je vous ai donné des informations, des vraies informations, en tout cas pour chaque point. Si vous voulez même approfondir certains points, voilà, on est toujours là. Mais disons que c'est une expérience des touristes. C'est une expérience de touriste, c'est-à-dire c'est la perception. C'est une expérience de touriste que madame a eue avec sa famille. C'est pas vraiment une expérience de quelqu'un qui a vraiment exploré un endroit où habiter, où déménager. Il n'y a pas eu de vertication. Il y a eu juste, bon, quelqu'un m'a dit que c'était un bon endroit, je déménage, et puis bon, voilà, on s'imagine, on se met des choses. Mais en réalité, vraiment, cette expérience, c'est vraiment l'expérience des touristes. Qui arrive dans une ville. Hein, la première chose quand on arrive, la première journée, on peut déjà être déçu ou soit, voilà, dépendamment des personnes qu'on croise sur notre chemin. C'est un peu cette expérience de madame que je crois sur cette expérience. Elle a vécu ici brièvement, mais malheureusement, les informations qu'elle donne ne sont pas les informations vraies. Parce que, j'habite au Canada, mais le Canada, c'est le même partout. Et puis de deux, j'habite dans la ville même où elle dit avoir été. Et toutes les références qu'elle donne, en tout cas je les contredis à 100%, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la réalité. Évidemment, au Canada, beaucoup d'Africains arrivent, comme je dis, à peu près 1 million de personnes qui arrivent chaque année. Donc il y a beaucoup d'Africains qui arrivent ici. C'est même l'un des groupes qui vraiment, qui vient vraiment de façon vraiment constante, nombreux, quoi. Vraiment, c'est le groupe des Africains. Et donc, dire que voilà, c'est des démarches compliquées, c'est là. Bon, si c'était aussi compliqué que ça, est-ce qu'il y aurait vraiment 1 million de personnes chaque année? Si c'était aussi mauvais qu'elle le décrit, il y aurait 1 million de personnes chaque année? Vraiment, sérieusement? Et ça, c'est parce que, et en plus de ça, c'est avec toutes toutes les mesures mises en place par des gouvernements pour essayer de bloquer, de freiner un peu, voilà, cet engouement des gens qui veulent venir ici. Et malgré ça, on a quand même environ 1 million de personnes qui arrivent. C'est quand même, disons, étrange de voir de cette façon. Maintenant, est-ce que c'est coûteux? Ça aussi, ça dépend de la démarche. Du moins, pour les touristes, tu payes ton visa. Les visas canadiens, voilà, moins de 100 $. Si vous êtes accepté, vous êtes arrivé. Si pour d'autres types voilà, des résidents, des étudiants, de ceci, de cela, dépendamment de ton statut, bon, supposons que nous parlons quand même du statut d'un immigrant économique, on va dire, donc d'un travail qualifié, qui veut seulement venir travailler ici, mais en ce moment-là,
généralement, il y a des concours, on va le dire comme ça, parce qu'il y a l'entrée express, il y a les ceci, il y a des cela. Il y a tellement de façons d'entrer pour ce programme-là aussi, que, à moins que si vous ne savez pas remplir des formulaires et que vous faites appel à un, on va dire un consultant en immigration ou à un avocat qui va remplir, vous allez débourser des montants faramineux. Mais pour payer des formulaires les plus chers, je pense au gouvernement, c'est à peu près 500 $, c'est les formulaires les plus chers. Donc, supposons que vous devez remplir 5 de ces formulaires-là, supposons, exagérons vraiment énormément, vous devez remplir 5 de ces formulaires-là, vous avez à peu près 2500 $. Ça, c'est si vous faites vous-même, vous remplissez des formulaires. Mais si vous n'êtes pas en mesure de remplir vous-même des formulaires ou des questionnaires, ou voilà, sur des sites des gouvernements, et en ce moment-là, ben, ça peut vous coûter cher en ce moment-là, parce que vous allez payer des avocats, vous allez payer quelqu'un d'autre pour le faire pour vous. Donc, mais il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à cette expérience de Madame Joyce. Et moi, je me suis senti interpellé puisque je vis dans la ville qu'elle décrit. Dire qu'il n'y a pas de variation de nourriture, pas de variation des vêtements. Bon, écoutez, quand même, on est en Amérique, hein. On est quand même en Amérique, là. Hein? Canada, États-Unis, on est séparés par des frontières terrestres sur plus de 2000 km, quand même. On ne peut pas dire qu'il manque de nourriture, il manque de vêtements, quand même, au Canada. Donc, c'est vraiment une expérience, ou même, elle dit clairement des variétés. Peut-être, oui, c'est vrai qu'on n'a pas de nourriture exotique. Ça, c'est vrai. On n'a pas de nourriture exotique. En fait, on a des nourritures exotiques, mais on n'en a pas en quantité. Par exemple, comme des pays comme la France, qui, voilà, où il y a beaucoup d'immigrants qui sont là, et puis la distance n'est pas longue, par exemple, avec l'Afrique. Elle, je parle de l'Afrique parce que son accent, effectivement, c'est africain. Donc, quand elle parle de variété de nourriture, elle parle forcément de nourriture africaine, peut-être, et arabe. Mais ça, il y en a, ne t'en fais pas. Il y en a beaucoup, il y en a. Avant, il n'y en avait pas, il y a plusieurs années. Mais écoute, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. Variété en termes d'épicerie, voilà, généralistes, comme les Costco, le Maxi, les IGA, les Provigo, machin. Il y a tellement de variétés aujourd'hui. Il y a même des sections des variétés exotiques. Puisque si c'est pas exotique, c'est quoi? Les restes sont là. Il y a des fermes ici, il y a des élevages ici, il y a tout. Donc, tout ce qu'on n'a pas, c'est tout ce qu'on a en moindre, en moindre quantité, c'est de la nourriture exotique. Donc, c'est ça qui crée la variété. Bon, je sais pas. C'est comme je dis, Madame Joyce et son mari non seulement ont été accueillis dans un milieu de gens qui étaient qui étaient eux-mêmes déjà perdus, qui les ont donc transféré des informations que eux-mêmes ne saisissaient pas, et ils les ont pris pour du cash parce que ça venait des personnes de confiance. Et donc on les a raconté n'importe quoi pour des raisons que nous, spectateurs, on ne peut pas savoir, parce que chacun des points n'est pas la réalité. Chacun des points. Le seul point qui était un peu discutable, c'est le point sur la santé. Oui, nos urgences sont remplies. Ça, c'est vrai. Nos urgences sont très remplies. Mais tout ce qui touche tous les autres points, vraiment, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison, même pas un peu. Donc, voilà, les gens qui veulent réellement s'intéresser au Canada, qui s'intéressent, sachez seulement que il y a 1 million de personnes qui arrivent au Canada chaque année. Sachez seulement que la communauté des Français au Canada, c'est une grande communauté. Sachez seulement que la majorité des Français qui viennent en tourisme au Canada décident de ne plus retourner en France. Ça, c'est une vérité. Sachez seulement que... Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc voilà, si vous voulez connaître des contenus, surtout financiers, hein, moi c'est surtout côté financier, des contenus financiers sur le Canada, ben vous êtes sur ma chaîne, abonnez-vous. De temps en temps, je partage des contenus, ou sinon, il y a déjà beaucoup de vidéos sur plein de sujets financiers au Canada, sur comment ça fonctionne le système financier, sur plein d'autres sujets. Allez, abonnez-y. Et puis, posez-moi des questions si vous voulez, si vous avez des idées sur une vidéo quelconque. Voilà, commentez et puis laissez-moi, je vais pouvoir donc en faire des vidéos un peu plus complètes. Un peu, comme vous avez vu cette vidéo, je n'ai même pas besoin de lire parce que je peux contredire chaque chose là. Voilà, c'est ma vie de tous les jours, ça. Donc, quand quelqu'un dit des choses comme ça,
Évidemment, c'est plus facile de dire, ben, on va ignorer, tiens, ils cherchent des likes, ils cherchent ceci, on peut, voilà, on ne commente pas. C'est qu'est-ce que la majorité des gens vont faire. Ils vont même pas, ils vont, ouais, on laisse tomber ou on va commenter parce qu'il y a un point sur lequel on est d'accord. On va dire, ah oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais ce n'est pas parce que tu as raison. Vraiment, tu n'as pas raison, madame, sur tous ces points-là. J'aimerais bien qu'on travaille même en collaboration sur une autre vidéo, vous et moi, faire certaines comparaisons par rapport à France, Québec. Ça pourrait être intéressant pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs. Donc, voilà. Allez, vous êtes sur Cash Stratégie et puis à la prochaine. Ciao.